bienvenue. Et puis sachez que dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Christophe Malavoie, comédien, mais aussi, et à des heures tout à fait convenables et jamais perdues, romancier, musicien et peintre. Voici vos grosses têtes à la carte. Quand ses poules lui demandent où il met la main le plus volontiers, il leur conseille d'épeler doucement le mot coq. Bernard Mabille. Bonjour. On reconnaît les gens avec lesquels elle n'est pas d'accord au sparadrap qui balafrent leur visage. Princesse Erika. Bonjour. Il sait aujourd'hui que pour se marier, il faut sauter le pas ou avant ou après la fille. Vincent Perrault. Bonjour. Quand il aura perdu ses derniers cheveux, on distinguera mieux sa fameuse bosse du théâtre, Philippe Chevalier. Bonjour. De son service militaire en Algérie, il a gardé la peur de pédaler dans la semoule, Jacques Balutin. Bonjour. Alors on a été formidable et la trêve des confiseurs mérite bien son nom, puisque les Français ont consommé pendant les fêtes pour 600 millions d'euros de chocolat. Bah oui, parce qu'on nous dit maintenant que c'est bon pour la santé. Eh oui, c'est bon le chocolat noir. Ah, on l'a dit depuis longtemps. On a dit que c'était d'abord un antidépresseur, ensuite un substitut à une sexualité défaillante ou solitaire. Et maintenant, on s'avise que ça a d'autres effets bénéfiques sur l'organisme humain. Est-ce que c'était du chocolat de qualité? Parce que c'est des trucs à l'huile de palme. Alors, attendez, petit distinguo qualité, bon, de préférence, mais c'est surtout du chocolat noir. Eh oui. Eh ben oui, c'est le meilleur. Le chocolat au lait, c'est pas mal non plus. Eh hein. oui, eh oui, moi j'ai une petite... Et le blanc est bien. Oh, Le blanc, c'est pas du tablette chocolat. de chocolat blanc, c'est délicieux. Au lait, c'est bien. Mais Alors, c'est pas assez chocolaté. Il y a aussi le chocolat aux noisettes, mais ça finit par gratter au mauvais endroit. Hein. Et puis, alors, la vogue des produits cacaotés est telle qu'il y a des cosmétologues qui ont mis au point un dentifrice au chocolat. Ah, c'est marrant. Ça, c'est bien. Ça doit donner les dents marron. Alors, il paraît que c'est très efficace contre les caries et en même temps que les enfants le font par gourmandise. Bah hein. Au moins, ils se brosseront les dents. C'est bien parce qu'on peut avaler le dentifrice. Oui. On le recrache pas, Bah oui. le Peut-être pas. dentifrice. Oui, parce qu'il est au Parce que chocolat. c'est le chocolat. Oui, bien sûr. oui, oui. On a compris, on avale. On avale. Oui, Ce qui est voilà. important, c'est pas de manger, c'est le goût qui reste. Bah voilà, quoi, oui. hein. Qui donne une haleine. À la crème de marron, non, ça n'existe pas. Non, au camembert bientôt. Au Beaujolais. Et maintenant, le coup de sang. Le coup de sang de Philippe Chevalier. C'est trop. Un grand moment en perspective. Tu as raison de faire ton triomphe avant. Ah, le joyeux camarade. Eh bien oui, il fallait s'y attendre. Vous avez baffré comme des bêtes. Vous vous en êtes mis plein la lampe, vous avez fait des mélanges et vous avez les dents du fond qui baignent. Le foie gras de la tante Janine acheté directement à la propriété par un ami de sa belle-sœur et les huîtres de Bouzigues qui ont transité par Colmar vous ont légèrement barbouillé le fond de sauce. Pourtant, vous êtes du genre costaud, à qui on ne la fait pas, du genre à participer à la fête de la bière de Vesoul et à terminer le repas avec une assiette de frites juste pour faire une nappe avant le minster et la crème de marron. Mais là, est-ce que c'est la crise, le réchauffement climatique ou la tête de bonne nuit du Premier ministre? Toujours est-il qu'avant d'attaquer 2014, vous vous sentez vaseux, voire intoxiqué. Heureusement, grâce aux conseils précieux que prodigue allègrement Jocelyne Chombier dans les pages bien-être de votre périodique favori, vous allez retrouver la ligne, la forme et tout le restant. Cette sympathique conseillère santé, à la soixantaine liftée rassurante, mais qui n'est pas plus thérapeute que je ne suis plombier zingueur,
va vous livrer ses secrets pour retrouver votre harmonie hépato-biliaire. Ah, on imagine déjà dans les chaumières le dialogue savoureux du couple abonné à Télé 7 jours. Qu'est-ce que t'as donc encore commandé par correspondance comme cochonnerie? Oh, tais-toi, c'est des gouttes pour mon harmonium patato-binaire. Quoi? C'est la doctoresse du magazine, elle veut que je prenne des gouttes parce que j'ai trop mangé à la Noël. Tu ferais bien mieux de commander du Viagra. La méthode idéale, nous apprend Jocelyne Chambier, adopter un programme dépuratif. Autrefois, on disait « allez au cabinet ». Mais maintenant, avec la sophistication technologique, voici donc quelques points essentiels de sa méthode. Remplacer les boissons excitantes, thé ou café, par de bonnes décoctions de thym et de feuilles de chêne, à condition que ces dernières aient été cueillies loin du gland. Si vous ne trouvez pas ces feuilles en herboristerie, allez les chercher vous-même dans la forêt, ça vous fera une promenade. Emportez une échelle avec vous, précise la conseillère, les meilleures feuilles sont souvent situées en haut. Au petit déjeuner, arrêtez immédiatement le pain, le beurre et la confiture et remplacez-les pendant 3 mois par des galettes de manioc accompagnées de filets de poisson séchés que vous tremperez dans du lait d'avoine. Si vous ne vomissez pas dès la première prise, c'est que vous êtes bien intoxiqué. Pour les principaux repas, ça, il faudra qu'on m'explique, du riz. Pour vous dégager, bouffez du riz. Moi, je croyais que c'était un bouche-cul, mais non, il faut bouffer du riz. Alors justement, précise la conseillère, afin d'éviter toute méprise, votre riz doit venir d'une région particulière, du Timor oriental, et vous pourrez le trouver en boutique bio. Ce riz s'appelle le Tilala. Si vous habitez à la campagne, allez donc au magasin Naturalia le plus proche de chez vous, c'est-à-dire à 40 bornes. Et pour amuser les clients, dites à la vendeuse, « Y en a-t-il là, du Tilala ?» Ça fera rire, mais vous serez toujours aussi constipé. Voilà. C'est vrai que on est encore dans la période où on essaie de rattraper les excès des 2 réveillons. Hein. Je dirais même d'éliminer. Eh oui. Ah, bouillon de légumes. Et puis, notre invité d'honneur, il joue à Boulogne, une pièce dont le héros, après un détour à New York, s'en va mourir à Zurich. C'est Christophe Balavoine. Voilà, soyez le bienvenu, monsieur Malavoie. Bonjour. Et alors, bon, nous allons naturellement conserver notre bonne humeur, mais je préviens quand même que vous jouez une pièce assez grave et qui nous ramène à des problèmes essentiels que parfois on a tendance à oublier. Bon, d'abord, votre fiche signalétique, 61 ans, bien conservé. Merci. Un grand nez. Ah, oui. bien conservé aussi. Oui, mais bon, qui ajoute à votre charme. Une faussette, je vois pas bien. Où est-elle? Ouais, une petite faussette un peu, oui. Comme Kirk vous Douglas. Vous n'en avez qu'une, vous n'avez pas la paire de faussettes. Taille, 1m81. Bon. Oh, grand. Diplôme, la rue Blanche. Alors, la rue Blanche, ça vaut le conservatoire d'art dramatique? La rue Blanche, on l'appelle aujourd'hui, c'est l'ENSAT. La rue Blanche n'existe plus aujourd'hui. Hein. Avant, c'était la rue Blanche. Maintenant, c'est à Lyon. Hein. C'est l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Ça vaut, bien sûr, les conservatoires, c'est ce qu'on y apporte aussi. Hein. C'est la rencontre aussi avec des camarades avec lesquels on peut après former des groupes. Des un professeur. Et puis les professeurs, les rencontres aussi avec des professeurs. Voilà. Donc. Ça, moi, j'ai été très content de faire l'ENSAT. J'ai été recalé au conservatoire et ça n'a pas. Oui, alors, c'est quand on était recalé au conservatoire qu'on allait à la rue Blanche. On peut dire ça comme ça, mais on essaye toujours, bien sûr, d'intégrer le conservatoire, qui est quand même quelque chose, qui est la marche supérieure. On prépare les deux et on passe les deux en général. On passe les deux et on intègre celui qu'on a, voilà, qui a bien voulu de vous. Alors, parmi les sports que vous pratiquez, je m'arrête sur la coupe du bois. C'est plus moi, original. j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup d'art martial, moi, pendant... j'ai commencé très tôt, à l'âge de 8-9 ans, et j'en ai fait pendant très longtemps. J'ai fait du judo, j'ai fait de l'aïkido. Et ensuite,
J'ai fait du tennis et après, aujourd'hui, je fais... Vous coupez du bois. Je coupe du bois, oui, voilà. Mais à n'importe quel moment ou à Non, mais je l'orage. vis aussi une partie de ma vie à la campagne et je suis très actif. Non, mais vous rigolez, mais couper du bois, c'est hyper physique. Ramasser du bois, couper du bois, C'est un sport basse. entretenir les tuiles, entretenir une maison, c'est du sport. Alors vous avez une maison en rondin? Non. Non. Non, il y a une partie en bois. Non, je sais pas. Vous avez une maison en grande rondin. cheminée, Non, alors. mais j'ai une grande cheminée, oui, j'ai des cheminées, donc il faut les nourrir. Oui. Bon, alors, aversion culinaire. Alors là, ça n'est plus la cervelle, mais c'est pas loin, parce que c'est encore un mauvais souvenir d'enfance, c'est l'huile de foie de morue. Oui, ça, c'était pas très bon souvenir. On était élevés. Moi, je fais partie d'une génération où on nous donnait de l'huile de foie de morue pour... Une cuillère le matin avant de partir à l'école. se fortifier, oui. C'était l'époque des cures. Je me souviens aussi de cures aussi dans les Pyrénées, de soufre, tout ça, de choses comme ça qui nous... Alors, c'était une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. C'était imbuvable. Donc ça, c'était effectivement le matin et c'était très dur. Ça n'existe plus, ça. Non, je crois que ça suffit. Parce que maintenant, on a des oligo-éléments, des sels minéraux. Et la nourriture est meilleure. Et du charbon, si on prenait du charbon. Ah, moi, je me le rappelle du charbon. charbon. Ah, c'était pour digérer, ça. Ça, c'était pour les intestins, oui. Pour les Moi, j'ai pris du intestins, oui. charbon. C'était belloc. Oui, c'était du charbon. Ah, le truc et belloc. on avait la bouche toute noire. Et on après, avait les vous dents vous toutes souvenez noires, oui. À la formocarbine. Mais c'était pas, La formocarbine, on avait la bouche noire. ça c'était pas faisait si mauvais que ça. trop. Moi, j'aimais bien le charbon. Oui, c'était bon, le charbon. Alors pas que la langue qui est noire. venons-en à la pièce qui s'intitule Big Apple. Bon, et qui raconte une histoire sur laquelle on va s'étendre un peu. Mais est-ce que ça n'est pas déprimant d'interpréter un personnage qui est condamné par la médecine? Non, c'est une pièce déchirante et c'est une pièce d'amour. Moi, je dirais d'abord que c'est une histoire d'amour magnifique, très intense et très forte. Enfin, on n'entre pas dans ce personnage comme dans un personnage de Feydeau, hein? Non, on en ressort pas malade, mais on en ressort troublé. Mais c'est une des vocations du théâtre, c'est de parler des choses dont on ne parle pas dans la vie. Bien sûr. La mort, la fin de vie sont des choses... Est-ce que vous telles... pensez que le public des seniors va apprécier une pièce où on parle justement de la fin de vie? Je pense que c'est un des débats aujourd'hui. C'est important de savoir comment on décide de mettre fin... Est-ce que l'acharnement thérapeutique est-il une bonne chose? Est-ce que les hommes et les femmes n'ont pas le droit aussi à une certaine dignité et de décider eux-mêmes de la façon dont ils ont envie de quitter cette terre? Alors tout de suite, un avis très autorisé, celui du professeur Bernard Debré, auquel j'avais posé la même question et qui s'était déclaré hostile à l'euthanasie. Vous savez, c'est un très gros problème qu'on discute depuis des milliers d'années. L'euthanasie, est-ce qu'on a le droit de tuer quelqu'un qui est en fin de vie ou qui a une maladie, etc. Moi, je considère qu'effectivement, on ne peut pas faire de loi. C'est impossible. Une loi est une loi générale et tous ces problèmes sont des problèmes particuliers. C'est d'ailleurs entre guillemets, je ne prenais pas ça mal, la beauté de notre métier, c'est ces relations personnelles avec l'homme et la femme, mais une loi qui serait brutale est absurde. Et d'ailleurs, ceux qui veulent la loi sont toujours des gens bien portants. Ils n'ont pas de problème. Alors là, évidemment, on tranche, on dit, il n'y a qu'à, on va faire ça. Il suffit qu'il dise qu'il veut mourir pour qu'on lui envoie sa piqûre. Allô, docteur, j'ai envie de mourir. Bon, écoutez, quand est-ce que vous voulez que je vienne? Samedi? Ah, maintenant, samedi, il y a le match de foot. Venez plutôt dimanche. C'est un peu terrible. Donc là, je suis dubitatif parce que tous les gens bien portants parlent d'euthanasie. Voilà, alors, vous avez réfléchi naturellement à cette question. Je pense que... Non, moi je ne suis pas d'accord. Il faut visiter aussi toutes les maisons de retraite médicalisées, de voir des gens dans des conditions absolument épouvantables aussi, qui finissent leur vie. Je pense que les patients ont droit aussi... les médecins ont des devoirs, effectivement, de prolonger la vie, mais à un certain point, je pense que si on le décide en conscience... Pourquoi refuser aux gens le fait de décider de sa mort, de l'appréhender sereinement, de l'organiser? Et ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Quand vous conduisez en ville, les gens qui traversent la rue et qui ont peur de se faire écraser sont ceux qui paraissent en moins bonne forme. On a l'impression même qu'on leur rendrait service. Eh bien, ils ne veulent pas.
ils veulent pas, ils essaient de gagner le Alors, il faut trottoir. insister un peu. Oui, mais vous savez, ça existe en Suisse. J'en parle bien sûr dans la pièce, on en parle, puisque c'est le choix de ce personnage décide d'aller à Zurich. Il décide donc de faire ce dernier voyage. Alors, est-ce que cette pièce apporte de l'eau au moulin de ceux qui plaident pour le suicide assisté? Oui, je pense, oui. 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 En tout cas, ça les fait en même temps réfléchir. C'est une façon, je pense que c'est une liberté de décider jusqu'au bout de la manière dont on veut vivre. Mais c'est pas un petit peu se substituer à Dieu, ça un peu, non? Non, je crois que la maladie, la souffrance, c'est quelque chose de très personnel et très difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui souffre. Bah, surtout quand Alors, on est les bien médecins, portant, ils ont- il l'a dit le ils professeur ont fait- Debray. Oui, mais enfin, les médecins, il y a le serment d'Hippocrate, donc effectivement, s'engage effectivement à prolonger la vie. Mais je pense qu'on va changer aujourd'hui. On vit dans une population de plus en plus âgée. Hein, c'est un des problèmes des... Vous croyez? Je ne parle pas des grosses têtes, hein, qui restent toujours... Enfin, c'est pas un problème. qui restent toujours très dynamiques. Alors, le professeur Axel Kahn, autre grand médecin, lui, toujours la même question, et une réponse pas plus favorable à l'égard du suicide assisté. Je suis assez satisfait avec la prescription générale disant qu'il est interdit de tuer. Et je ne suis pas demandeur que l'on se mette à énumérer les exceptions à cette interdiction de tuer. Durant la période de 15 ans où j'ai fait de la réanimation, j'ai eu énormément de personnes qui, évidemment, avaient tenté de se donner la mort, qui donc avaient, pour certaines d'entre elles, vraiment tenté de se tuer. C'était pas juste un cri à l'aide, un appel au secours. Vraiment, ils avaient mis le paquet. Et qui, quand on était parvenu à les réanimer, pour environ la moitié, un peu plus de la moitié d'entre elles, se mettaient à adorer la vie et ne récidivaient jamais. C'est la raison pour laquelle je me méfie beaucoup des décisions humaines qui sont irréversibles. Car la liberté, c'est certainement de décider, mais c'est également de changer d'avis, à condition d'être vivant. Voilà. Bon, chacun verra ça à sa porte. Hein. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé, vous, Christophe Malavoie, ce que vous feriez de votre vie si elle devait se terminer quelques semaines plus tard? Quelques semaines plus tard, moi je pense que j'aurais bien sûr envie d'échapper, en tout cas d'échapper, disons, à la maladie et surtout à l'humiliation d'être dépendant. Mais je veux dire, à quoi occuper la période ultime, quand on est capable d'en profiter, bien sûr. Ah, quand on est capable d'en profiter, alors... tout est permis. Il coupe du bois. Non, mais tout est permis. Ben là, c'est de découvrir le monde, qui est quand même quelque chose de magnifique, et c'est donc de voyager, d'écrire. Moi, là, c'est l'écriture, hein, qui est quelque chose qui me... je pense que je donnerais beaucoup plus de temps, oui, aux choses que j'ai peut-être laissées de côté, et le dessin, l'écriture... Mais souvent, les gens... L'amour aussi des oiseaux, de découvrir, il y a plein de choses. Le vin, l'œnologie, moi, je suis un passionné de vin et de vigne. On pose cette question, répondent généralement, je ferai comme d'habitude. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Parce que, est-ce que c'est un manque d'imagination ou est-ce que... Je sais, Non, mais parce qu'ils se sont pas retrouvés dans la situation. Oui. Quand tu es dans la situation, peut-être que là... Je sais faire des trucs que j'avais jamais fait avant. J'ai jamais fait avant. Non, mais on découvre, et ça c'est la pièce aussi, que dès qu'on sait que la fin est inéluctable, on pense la vie différemment. Et on profite de chaque instant d'une manière différente. Et on voit dans chaque objet, dans chaque action, des choses différentes qu'on ne voyait pas. Et on passe souvent sa vie, finalement, d'une manière indifférente. On marche à côté de sa vie. Et dès qu'on est confronté à quelque chose d'irrémédiable, on prend conscience, effectivement, de la richesse et de l'amour. Mais dis donc, s'il faut en arriver là pour prendre conscience, c'est quand même un petit peu de temps en temps, on devrait tous faire une TS pour se rendre compte de la beauté de la vie. On prend vie. conscience qu'on vit forcément aussi dans l'épreuve. C'est pas toujours que dans le confort. Alors, Angie, notre hôtesse, va vous soumettre le menu des grosses têtes. Alors, vous allez voir, vous avez la baraque foraine. Vous avez le tennis, vous avez le journaliste étranger, le bon Dieu, le gendarme rural. Vous choisissez ce que vous voulez. Alors, je vais prendre
tennis. Ah bah oui. Eh bien, c'est Vincent Perrault Oui. qui va être l'arbitre. Parce que Mabille en a assez de se hisser tout en haut il ne peut plus maintenant. du siège arbitral. Oh là, il grimpe comme un cavalier. Je suis là où mes enfants, ça y est. Oh là 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 là. Très bien, je domine le cours et Qu'est-ce qui le monte début... vite, hein. On sent que la tête est pas lourde. Hein. Oui, mais méfie-toi, parce que ma main et mon pied, ça pourrait bien voler jusqu'à toi, tiens. Alors, je vois le cours, début du match. C'est Bernard Mabille qui va jouer le premier set contre Christophe Malavoie. Très bien. Voilà, un jeu plus équilibré. Bernard Mabille au service. Christophe, est-ce un hasard si vous retrouvez sur scène une comédienne qui avait déjà été votre partenaire devant la caméra? Écoutez, c'est un hasard et c'est une chance. C'est vrai, je retrouve Marianne Bassler avec qui j'avais fait un film qui s'appelle La Soule sur les débuts du rugby. Et on avait eu quelques scènes ensemble, mais pas beaucoup. Et là, on est vraiment que tous les deux et j'en profite beaucoup plus. C'est une très jolie femme. Hein. Oui, très jolie femme. Voilà, très joli jeu de fond de cours. Ça commence par 15-0 pour Christophe Malavoie. Le déni d'une maladie grave a-t-il un effet placebo? Pardon, tu peux répéter la question? Le déni d'une maladie grave a-t-il un effet placebo? Je peux répéter une troisième fois. Si tu peux mettre un peu de conviction dans la question. Pas très bien. Le déni d'une maladie grave a-t-il un effet placebo? Je pense que On le dit. mentalement, c'est vrai qu'on arrive à faire des choses incroyables. Mentalement, quand on veut quelque chose. Et là, il ne s'agit pas de vouloir, il s'agit de ne pas vouloir. Oui. Est-ce que le fait de dire « je ne suis pas malade » fait aller mieux? Écoutez, je pense que oui. Je pense que oui. Le fait de s'écarter et de ne pas tomber dans le piège, que souvent on se croit malade, hein, la plupart du temps quand même. Ah non, mais ne mais pas le fait vouloir de être dire malade non, je ne quand suis pas. on l'est, quand Oui. on l'est. Oui. Je pense qu'on peut s'écarter et que ça fait du bien, oui. On a eu du mal à comprendre la question, on a eu du mal à comprendre la réponse. Donc là, aucun point pour personne, on reste à 15-0. Tu veux qu'on rejoue et que je repose la question? Que dites-vous au cours de la pièce pour prendre les spectateurs à partie? Je leur parle. La pièce, elle est bâtie avec donc un quotidien qui est entre ce couple qui se déroule devant nous et en même temps, il y a des confessions avec le public parce qu'on ne peut pas tout dire dans un couple. Et parfois, on a besoin d'une tierce personne, d'un ami. Alors, on s'adresse au public. Mais à une personne dans le public ou Non, on s'adresse au public comme une entité, comme une personne à qui on confie et naturellement, en n'attendant pas de réponse. Hein. On pose une question à un moment donné, je lui pose une question. Et vous, qu'est-ce que vous feriez? Et alors? Alors, on verra si le public réagit et si quelqu'un lève le doigt pour dire moi, je ferai ça. C'est possible qu'il réagisse. Parce que Bernard Mabille, lui aussi, il prend le public à partie. Moins grave. Mais il ne faut surtout pas répondre. Hein. Moins grave. Comment est évoqué votre voyage à New York? Le voyage à New York, c'est un voyage qu'ils ont imaginé depuis longtemps. C'est un désir qui a jalonné un peu leur vie. Jamais ils l'ont jamais fait. Lui, c'est pas quelqu'un qui finalement aime bien voyager. À chaque fois que ils ont les moyens, ces braves gens. Oui, ils ont les moyens, mais à chaque fois que le jour du départ approche, finalement, c'est le moment où on se dit on le remet à plus tard. Donc lui, il n'a jamais été pour les voyages. Et quand même, ce voyage dont ils ont vraiment parlé, ils le font ensemble, et ça va être toute l'histoire de la pièce. Sachant que c'est l'avant-dernier voyage. Sachant que c'est l'avant-dernier voyage, et que ce voyage leur paraît aussi, pour lui, c'est une montagne. Alors comment évoquer un voyage à New York sur une scène de théâtre? Vous le racontez ou... On le raconte, c'est... Il n'y a pas de vidéo, par exemple. Non, mais il y a le Central Park, il y a des mots qui sont très évocateurs. Quand on parle de New York, donc il y a le Bronx, il y a le shopping sur la 5e avenue. Le bruit des klaxons des taxis. Voilà, donc Puis se on mettre à parler l'évoque, anglais mais aussi. c'est pas du tout un théâtre commenté, simplement. Il est évoqué par ce programme. Ils vont faire un voyage avec le quartier de Little Italy, C'est pas une soirée un brunch diapo. dans le Bronx. C'est pas une soirée diapo. Non, mais c'est
C'est un voyage très, très, très imagé avec des mots, tout simple. Une bonne question de Bernard Mabille qui lui permet d'égaliser. Nous sommes à 15 partout. Ah, c'est pas mal. Attends, là, je vais marquer, là. Allez, Brouille bien. Hein. Agnès. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, on sort de la pièce, de mettre en bande dessinée l'ouvrage que vous aviez consacré à Louis-Ferdinand Céline? Oh, la belle balle. Alors, ce qui m'a donné l'idée, c'est Dominique Besniard qui m'a donné cette idée-là. Donc, j'ai écrit un scénario il y a quelque temps, déjà au moins qu'à 4-5 ans, sur Louis-Ferdinand Céline, une partie de sa vie, quand il fuit Paris en 1944, et tout l'épisode qu'il raconte dans ce qu'on appelle la trilogie, Nord, d'un château l'autre, et Rigaudon. Et comme j'ai eu beaucoup de mal à monter ce film financièrement, je me suis dit que l'intérêt peut-être pour montrer aux producteurs le storyboard, en quelque sorte, l'image, donc que j'allais réaliser une bande dessinée d'après mon scénario qui me permettrait d'avancer un peu d'un pion pour pouvoir essayer de les convaincre que mon Vous avez projet... consulté Fabrice Lucchini qui en ce moment refait un spectacle sur Céline. Oui, je l'avais consulté, Fabrice, bien sûr, puisque je lui avais proposé même d'interpréter Louis-Ferdinand Céline à l'écran. Il était d'accord. Ça l'effrayait un peu, ça oui. l'effrayait beaucoup. Donc, parce que lui me dit, moi je le lis, je l'incarne pas. Incarner Céline, c'est très difficile. Alors, qu'est-ce qui vous fascine chez Céline? Céline, ce qui me fascine, bien sûr, que c'est quelqu'un, c'est un odieux personnage, mais c'est quand même quelqu'un qui a révolutionné la littérature française. C'est un inventeur de mots, c'est aussi un grand poète. C'est un des grands poètes pour moi du XXe siècle. C'est un provocateur, c'est un illuminé, mais c'est en même temps quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui a souffert toute sa vie. J'ai écrit un bouquin d'ailleurs il y a 2 ans sur lui. J'ai imaginé un dialogue comme s'il était encore vivant aujourd'hui et qui pouvait répondre à ce qui se passait aujourd'hui. Donc j'ai écrit ce livre qui s'appelle Céline même pas mort. Et c'est assez marrant, et je parle d'ailleurs des grosses têtes dedans. Ah, non. Beaucoup de choses passionnantes dans cette réponse. 30-15 pour notre invité Christophe Malavoie. Et vous adaptez la partie africaine parce que moi, à chaque fois que je vois des trucs sur Céline, c'est toujours New York, enfin rien. Mais jamais dans Voyage au bout de la nuit, il y a une partie qui se passe. Dans le Voyage au bout de la nuit, c'est vrai que Lucchini l'a raconté une partie dans ce passage en Afrique, parce que c'est. Et sinon, elle fait partie du Voyage au bout de la nuit. Oui, mais le Voyage au bout de la nuit, l'adaptation du Voyage au bout de la nuit, ça a été tenté par Fellini, par Audiard. Ils sont tous cassés les dents. Par Sergio Leone, par de grands metteurs en scène, et ils ne sont jamais arrivés. Non. Pourquoi, voilà bien des années, aviez-vous refusé de jouer dans un film à côté d'Yves Montand? Ah oui, j'avais refusé ce film qui s'appelait Netchaïev est de retour. Un film de Jacques Deray. Un film de Jacques Deray. Parce qu'il avait un plus grand nez que vous, non? Non, mais je sortais d'un film très éprouvant que j'avais tourné, très très important pour moi, qui était Jean Galmo, aventurier. J'avais tourné en Guyane et je revenais assez chargé de ce film et enchaîner tout de suite, ça me paraissait difficile. Jacques Deray m'avait dit, voilà, on t'a choisi, c'est toi, tu feras le fils d'Yves Montand. J'étais à l'époque donc chez Armédia, qui était un film monté par cette agence de comédiens et de metteurs en scène et de scénaristes. Et j'ai lu le scénario et je trouvais que le rôle, je sais pas, j'avais quelque chose... pas assez important. Non, mais qui me semblait pas... Je n'arrivais pas à voir comment je pouvais faire un personnage intéressant et je me projetais difficilement dans cette histoire-là. Et donc j'ai dit à Jacques Deray, je suis désolé, je le ferai pas. Et tu sais, petit, c'est dommage, on aurait fait un beau tandem. Oui, on aurait fait... Oui, en plus, je l'imite un peu, Yves. Ah, waouh, merci. Mais j'ai fait un peu d'imitation. Là, il est monté au filet, il t'a fait une volée de revers, Bernard, ça fait 40-15. J'ai fait un peu d'imitation dans ma vie. Chaque année, au moment des fêtes, vous souvenez-vous de l'époque où vous endossiez la houppelande du Père Noël? Oui, ça je m'en souviens très bien. Quand ça n'allait pas trop fort en tant qu'acteur, où il y a quand même pas mal de temps, j'ai fait des petits métiers, comme on les appelle, et j'étais donc Père Noël dans les grandes surfaces. C'est très saisonnier, ça. C'est très saisonnier, oui. Mais j'ai fait aussi d'autres choses. J'ai été veilleur de nuit, j'ai donné des cours de français, enfin j'ai multiplié les petits boulots, comme on les appelle. Mais Père Noël, c'était sympa, et de temps en temps, je faisais un peu peur quand même aux petits-enfants, donc j'ai essayé pourtant d'avoir une voix douce, chaude et rassurante, et ça les effrayait beaucoup. Il y a des gosses qui ont fait des photos sur vos genoux, alors? Non? Et ils sautaient sur Père Noël.
Oui, bah, je leur donnais des cadeaux, je leur donnais... mais c'était assez drôle parce que je me souviens quand j'arrivais dans ces grandes surfaces pour aller m'habiller, à chaque fois je demandais mon chemin, on me dit vous êtes qui? Je dis je suis le Père Noël. Ah, le Père Noël, c'est là, c'est au fond du magasin à gauche. Et Bonne question quand même, hein, Bernard Mabille. Le résultat du premier set. Le premier jeu fait, ça fait jeu Christophe Malavoie avec point contre 15. Madame Cauchois voudrait savoir qui a dit « J'ai déchiré le testament que je venais d'écrire. Il faisait tant d'heureux que j'en serais arrivé à me tuer pour pas trop les faire attendre. » C'est rigolo, ça. Victor Hugo. Sacha Guitry. Oui. Oui, bonne réponse. Alors, comme les deux réponses ont fusé en même temps, disons que c'est Guitry plutôt qu'Hugo. Oui. Qui a dit « Je n'ai jamais dit que les acteurs sont des animaux. Ce que j'ai dit, c'est que les acteurs devaient être traités comme du bétail. » C'est Alfred Hitchcock. Oui, bravo. Bravo. Alors évidemment, c'est l'arbitre quand même. Oui, excusez-moi, j'ai un peu participé, mais... Je le savais aussi. Parce que je le savais, normalement, tu n'as pas voix au chapitre. Nous le savions. Nous le savions. De Marseille. De Marseille, bien entendu. Non, Qui fut le co-scénariste et le producteur du film Le Viager de Pierre Tchernia? Ah, ça me... c'est Goscinny. Oh là là, il est incroyable. Je savais qu'il allait répondre. Nous le savions. Je voulais pas la dire. Nous le Encore. savions. Dans le film Le Battant, avec Alain Delon, Oui. qui est le réceptionniste de l'hôtel Lutetia? Philippe Castelli. Oui. Bravo. Il est réceptionniste aussi dans un film de Belmondo. Guignolo à Venise. Guignolo, il est réceptionniste à Venise. Quel personnage le mime Marceau a-t-il créé? Bip. Bah, Bip. Bip, oui. Bah oui, Bip, on le savait. Nous le savions. Alors, Bip, bip. quel était le point commun entre Molière et Rému? Ils étaient nés dans la même ville? Non. Non. Et leur père était tapissier à tous les deux. Ah oui, oui. Bravo. C'est dommage qu'il soit arbitre, il mériterait d'être joueur. Ah, oui, oui. Il devrait jouer avec nous. Alors maintenant, il s'agit de poser à Christophe Malavoie, et toujours dans le cadre d'une partie de tennis, des questions sur la vie privée. Et c'est Philippe Chevalier qui va envoyer la balle. Oh, ça va faire un bon match, ça aussi. Ça ne pourrait pas être mieux. Allez, messieurs, en fond de cours, Chevalier au service. Alors, Christophe, qu'avez-vous fait durant les 4 années qui ont séparé un coup de foudre unilatéral pour une femme déjà mariée avant qu'elle ne divorce pour vous épouser? oh punaise. Ça, c'est pas de la question. Ah, la balle est passée vite. Non, c'est une histoire, bon, sans doute courante, mais assez extraordinaire de par les délais. Hein. Oui, bon, c'est vrai. vous rencontrez une femme. Je rencontre une très très belle femme lors d'un tournage. Je vais sur le tournage de Claude Chabrol, Le Cheval d'Orgueil. J'arrive à Bénodet. Une Bretonne. Pour aller voir un copain à l'époque qui était François Cluzet. Oh, j'adore. Et donc, il était dans le film et je passe quelques jours là-bas et donc il y avait toujours des fêtes tous les soirs sur les films de Chabrol et il y avait Ça mangeait bien. Oui, ça mangeait bien et dans les cuisines de l'hôtel aussi, les fêtes, ça allait bien. Et je tombe sur une ravissante jeune fille, magnifique. Jeune femme. Jeune femme. Elle est mariée. Elle est mariée, ça je ne le savais pas. Elle a 21 ans. Et magnifique, moi je tombe raide, je suis vraiment fou amoureux, elle pas forcément tout de suite, mais quand même j'attaque fort et j'y arrive. Et donc je passe ces quelques jours avec elle, bien sûr je découvre qu'elle est mariée, donc ça pose évidemment problème, et ça va durer bien sûr un certain temps quand même, donc là... Avant qu'elle divorce et qu'elle vous épouse. Voilà. Avant, donc, j'ai écrit beaucoup. J'ai toujours écrit beaucoup dans ma vie. Et là, j'ai dépensé beaucoup d'écriture aussi pour la convaincre de venir me rejoindre. Enfin, vous l'avez convaincu assez rapidement quand même. Mais le mariage, ça s'est pas fait. le mariage, parce c'était que plus c'était difficile. pas aussi simple que ça. Après, ça a duré. Et puis moi, je voyais le temps passer aussi. Donc,
On doute à un moment donné, mais bon. Mais c'est vrai que quand j'ai vu cette jeune femme sublime, moi, j'ai vraiment une grande chance d'être avec une femme magnifique. Et vous êtes toujours avec elle? Et je suis toujours avec elle. Ah oui, alors ça valait le coup d'avoir été insistant. Vous attendez un peu. C'était 4 ans d'attente. Ou d'adultère, c'est ça que tu veux savoir? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que c'était la rétention je vous du l'ai dit, désir non, mais j'ai vécu. Moi, j'ai toujours vécu. En même temps, Oui, vous alliez voir ailleurs en attendant. Je n'avais qu'une chose en tête, c'était de la retrouver, et c'était de la convaincre de venir. Elle était comédienne? Avec moi. Pas du tout. Elle faisait de la figuration sur le film. Elle était des études d'infirmière qu'elle a pratiquées ensuite. Elle était habillée en costume folklorique breton avec la coiffe. Non, en infirmière, on t'a dit. C'est un pouvoir érotique quand même. Oh, les fantasmes de chevalier, dis donc. Les bigoudaines, c'est le champ. Imagine quel château en Les Bretonne. bretonnes sont belles. Bretonne et moitié bretonne et moitié corse, vous voyez. Donc. Ah oui, oh là là. Et son mari était corse? Oui. Et son mari était breton, non. T'as eu de la chance. Je voulais vous dire, Christophe, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai rencontré il y a quelque temps chez un photographe, Bernard Matussière. Oui. Vous sortiez de chez lui, je rentrais et moi j'ai cru qu'on avait eu un coup de foudre, mais absolument pas. Alors Mais vous n'avez pas absolument. Mais t'étais pas habillé en bretonne? Non. C'est dommage. Bigoudine, il peut pas te reconnaître. Non, mais c'est vrai que je vous avais trouvé charmant et j'avais essayé de vous dragoter. Mais... il devait déjà être branché sur sa bretonne parce qu'il n'a pas du tout. De toute façon, elle essaye avec tout le monde. Alors là, écoutez, passez votre chemin, il est marié et heureux. Bon, bah j'ai compris, ok. Et rassurez-vous, ça ne marche jamais. Avec un tel aveu, ça mérite bien le premier point. 15-0 pour Christophe Malavoie. Alors justement, Christophe, Isabelle, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, votre femme Ah, c'est Isabelle? Oui, c'est Isabelle. La bigoudaine? Oui, voilà. Oh, j'étais amoureux d'elle pendant des mois. Oui. Mais toi, t'as pas tenu 4 Elle ans. t'a renvoyé chier, toi, en revanche. Alors, a-t-elle continué à faire de la figuration pour le cinéma après vous avoir rencontré? Non, c'était très épisodique, la figuration pour elle. Non, elle a continué à faire ses études et puis le cinéma. Non, elle avait fait auparavant. Elle faisait des photos, comme elle était quand même très belle. Elle était mannequin. Elle a fait quelques photos pour quelques magazines. Ah oui. Bah, moi je l'ai vue dernièrement sur un petit reportage gala. Elle est très jolie encore. Elle est très jolie. Pourquoi encore? Oh là là, non mais c'est pas possible. C'est vrai que je suis un peu jalouse. Oh, la reine de la bévue. Non, parce qu'elle est jalouse. Parce qu'il a dit elle était très belle. Enfin, il Donc faut j'ai dit, dire elle est que- encore très jolie. C'est ça que je voulais dire. Le cheval d'orgueil, très c'était joli. début des années 80. Non, moi, je l'ai vu en photo, elle a dû être pas mal. hein. C'est ce qu'on dit. Jeu pour Bernard Mabille. Elle a dû pas gâter avec cette bande de malotrus. Égalité avec Philippe Chevalier, 15 à. Alors cela vous rassure-t-il pour vos vieux jours d'être marié avec une ancienne infirmière? Ça peut être très utile. Oui, c'est vrai que c'est très rassurant. En plus, elle a le sens de ça, de pas forcément vous abreuver comme ça de médicaments, mais de prendre le mal d'une manière aussi assez légère. Le mal ou le mal? Parce que vous avez mis un accent circonflexe sur votre mal. Non, mais elle prend soin de vous, c'est ça. Elle prend soin de vous, ça, c'est important, ça. Une petite Oui, non, mais c'est vrai que le fait d'être infirmière, c'est quelque chose. Elle le fait bien, et j'imagine, quand elle a exercé ce métier, elle a dû apporter beaucoup de plaisir, en tout cas beaucoup de bien-être autour d'elle. Moi, j'avais commencé des études d'infirmière. Oui, non, mais ils sont Arrêtez s'il te plaît. Ils s'en foutent, il en a une. Arrête. Ah, quand elle s'accroche, elle. Ah oui, ben ça. Elle est belle, elle le tout est soigne. bon. Oui. Il en a de la chance, verra notre tout à l'heure. invité. Un 30-15 pour Christophe Malavoie. Alors êtes-vous plus bêcheur à la campagne qu'à la ville? Oh, ça c'est une bonne Alors question. ça, c'est une question très drôle. Ah oui, c'est moi qui l'ai posée. Je suis pas sûr qu'elle soit de toi, quand même. Bien Alors- sûr, à la campagne, bien sûr. Vous savez, moi, je suis pas vraiment bêcheur à la ville. Vous le savez. À la campagne, en revanche, je mets les bouchées doubles. C'est vrai. Je bêche. Vous aimez la terre. Oui, j'aime bien la terre. Vous êtes très rural parce que couper du bois, bêcher la terre. J'ai un potager, on a fait ça. Ma femme aussi a fait un magnifique potager, mais j'adore les plantes, j'adore la campagne nous ressource et moi j'ai essayé d'élever aussi mes enfants à la campagne pour leur faire comprendre la différence qu'il y avait entre un hêtre, un aulne, d'un chêne. C'est un enseignement simple, la campagne, mais Essentiel. Ben oui, moi essentiel. Oui, j'ai un pot de fleurs sur mon balcon, c'est quand même très utile parce que ça permet de se ressourcer. d'avoir
dans cet univers parisien vrai. qui est Non, mais c'est confiné, vrai. qui est... Ça Bon, permet de voir les saisons passer, t'as raison. Votre balcon. Oui, bah, j'ai un très joli balcon. D'ailleurs, j'ai la main verte, il y en a un peu sous les ongles. Qu'est-ce que vous faites pousser sur votre balcon? Des fleurs en plastique. Je rapporte du crottin de cheval. Oui. Ça me fait mon fumier pour des roses. Et t'en as des belles? Bah, j'en ai une, j'ai une rose. Voilà, c'est pas la saison, mais parce qu'il y a eu un coup de... Alors Christophe, que jouez-vous quand vous vous mettez au piano? Ah, bonne question. Je joue, j'improvise moi le piano. Je suis autodidacte. Alors il y a certains morceaux que je joue, mais mon plaisir, c'est d'improviser, de me laisser aller et de me lâcher sur le piano. Donc du jazz alors? Non, c'est une forme de... Comment on pourrait appeler ça? Je sais pas. Jazz. Une sorte de jazz un peu. La mais mélodie. c'est de la mélodie. Oui, vous plaquez des accords à la main gauche et vous faites des petits trucs avec la main droite, quoi. c'est Non, ça il y a les deux qui fonctionnent en même temps. Mais Ah, vous ce êtes sont... bon, vous, hein? Moi, Non, je suis... Oui, parce qu'elle se sert que de sa main droite. Je suis amateur. Qu'elle t'a rebranché. Oui, c'est ça, oui, Qu'elle oui. t'a rebranché là-dessus. Je suis Elle, la amateur. main gauche, non, elle se sert de la main droite. Elle arrête pas. Tant qu'elle l'aura pas eu, elle va pas arrêter. Croyez-moi. Tout pour plaire. Eh, mais l'enfant, on n'est Non, pas mais sorti il est d'auberge. Montre toutes ses auteur, capacités. Il est musicien en plus. En plus, Non, il est musicien et elle adore la bêche. T'as pas un curriculum... Elle adore bêcher. Elle adore biner aussi. Elle T'as pas un curriculum vitae avec toi, comme ça tu lui proposerais... Non, mais j'ai un 06. Monsieur Malavoie est pris par Alors, Isabelle. l'humilité de l'aveu de Christophe Malavoie lui mérite bien un point de plus. Ça fait 40-30 pour Christophe. Et Christophe, avez-vous encouragé vos enfants à évoluer dans des professions très proches de la vôtre? Non, pas vraiment. Non. J'ai jamais poussé mes enfants à devenir comédiens ou à épouser le Alors monde. qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, malgré ça, Ils le font quand même. ils le font un petit peu quand même. Ma fille aînée est attachée de presse, mais pas du tout dans le monde du spectacle. Mon fils est assistant opérateur, donc veut devenir chef opérateur. Ah oui. Donc lui, il est vraiment dans le cinéma. Et la dernière, après avoir fait une licence de philo, veut être comédienne. Donc, vous voyez, donc il y a quand même 2 sur 3. Les chiens font pas des chiens quand même. Exactement. Ouais. Donc, moi, quand j'étais sur des tournages, je les ai jamais fait venir. En tout cas, j'ai toujours essayé de séparer les choses entre mon métier et puis voilà le comédien et le rôle du père, qui est un rôle sûrement très difficile. Ce sont les enfants de la belle dame que vous avez rencontrée? Absolument. Voilà. Bah, s'ils étaient venus sur le tournage, ils auraient fait la connaissance de leur future maman. Exactement. Et donc, regardez, le point de plus qui fait je Christophe Malavoie. Et oui, parce qu'il n'y a plus de questions. Ça tombe bien. Question, monsieur Balutin. Quelle est la différence entre les aïeuls et les aïeux demande monsieur Schrein. Les Les aïeuls et les Les aïeuls. aïeuls, Bah, c'est le au féminin. pluriel, et les aïeux. Oui, bah, il y a les masculins et les féminins. Non. Non. Ah bon? Il y a ceux qui sont morts et ceux qui sont pas morts. les aïeux, ce sont les grands-parents, et les aïeuls, c'est plus loin. Oui, c'est une bonne réponse. Ah, C'est l'inverse. Les aïeux, l'aïeul. Les aïeux, c'est très très lointain. Ah oui, les aïeux, c'est très vieux, et l'aïeul, c'est le grand-père. Voilà, le grand-père et la grand-mère. Et les aïeux, c'est... Ah, mes aïeux. C'est une bonne réponse. Et le joli, un bouquet d'aïeuls. Allez, un bouquet d'aïeul, c'est très beau. Et le glaïeul, c'est Une longue tige, oui. Les aïeuls Joli, sur tige, oui. Quelle pièce de théâtre se termine par la phrase « En France, tout finit par des chansons Oh là là, C'est pas une pièce de Pagnol? » Ah non, c'est Rostand. non. Non. en France. Alors ça, elle est connue. Hein. Ah bah, Je vous aiderai pas. Tu l'as joué? Tu l'as joué? Hein, non. C'est un classique? Oui. Oui. C'est le Barbier de Séville? Non, mais c'est pas c'est loin. Marivaux. Ah bah, c'est l'autre. C'est Le mariage de Figaro? C'est le mariage de Figaro. Le mariage de Figaro. Le mariage de Figaro. Alors maintenant, et toujours dans notre match de tennis, c'est le 3e set. Ce sont les questions sur ce qui ne nous regarde pas, c'est-à-dire ce qui nous intéresse le plus. Et c'est Monsieur Chevalier qui va les poser de nouveau. Ah bah, de nouveau. Très bien. Alors, Christophe, Nils Arestrup a-t-il aussi mauvais caractère que certains le prétendent? C'est le metteur en scène. Alors, c'est le metteur en scène de la pièce, oui. Mais, alors, je vous dirais pas du tout. Bel acteur.
c'est un acteur formidable et c'est un metteur en scène et un directeur d'acteurs formidable. En tout cas, avec nous, moi, j'ai bien connu Niels depuis très très longtemps. C'est la première fois qu'on travaille ensemble et il a été d'une gentillesse, d'une délicatesse avec nous, et en même temps d'une exigence, parce que c'est quelqu'un qui a une réputation de coléreux. Il a une réputation, mais vous savez, les gens qui sont aussi... parfois, les rumeurs... Quand on se retrouve, quand on est un acteur comme Niels, et qu'on se retrouve parfois avec des metteurs en scène qui ne savent pas trop quoi faire avec leur caméra ou avec leur mise en scène, il y a de quoi parfois leur rentrer dedans, quand on a un peu un caractère, un peu comme ça... un peu entier comme celui de Niels ou Jean-Yann. Me souviens, avec Jean-Yann, moi j'avais fait un film avec lui, on disait toujours que Jean-Yann avait aussi difficile, et il a été gentil et adorable avec les gens qui sont sympathiques et qui ont du talent, et ceux qui n'en ont pas, c'est vrai qu'ils en prenaient quelques volets de bois vert, mais ils pardonnaient pas, effectivement, ils voulaient pas être emmerdés. Pas de langue de bois dans la réponse, c'est bon. 15,15-0 pour Christophe Malavoie. Les gens de télévision sont-ils plus fréquentables pour un acteur que les gens de cinéma? Alors ça, je pense pas. Je pense que non, il n'y a pas de différence entre les gens de télévision. Moi, j'ai jamais fait de différence entre la télévision et entre le un cinéma. film et un téléfilm. Ça ne veut rien dire de faire une différence entre. Il y a des bons films et il y a des mauvais films. On peut très bien faire un très bon film à la télévision. Il y a aussi des très mauvais films au cinéma. L'affaire Seznec, c'était un super téléfilm. Ouais. Voilà, moi j'ai fait des films à la télévision que j'aurais jamais pu faire, qu'on n'aurait jamais pu faire au cinéma. L'affaire Seznec, en l'occurrence, comme dit Vincent, c'était une très belle dramatique. Et j'ai fait des choses pour la télévision avec des gens de talent. Et puis j'ai fait parfois des choses au cinéma qui étaient moins réussies. Pas beaucoup quand même. Hein. Mais les gens de la télé ou du cinéma, vous les fréquentez en dehors de... Je fréquente un petit peu, mais pas... Non, mais vous savez, moi je suis... j'ai un pied dedans et puis très vite j'essaie, parce que souvent avec les gens du métier, on finit par parler toujours de la même chose. Il n'y en a pas beaucoup qui coupent du bois. Hein. C'est vrai Philippe, vous avez raison. Oui. Et une deuxième réponse très convaincante, donc 30-0. Et Monsieur Chevalier, il faudrait aller au filet un peu. Allez, allez. En dehors des tatamis, votre ceinture noire de judo vous a-t-elle souvent servi? Alors, c'est le principe même de l'art martial, c'est justement de ne pas se servir de sa force, et justement, c'est de dissuader l'adversaire de vous attaquer. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu une attitude pour essayer de désarmer et d'éviter aux autres de m'en vouloir et de vouloir me faire du mal. Et donc, j'ai une certaine... On apprend aussi ce calme-là. Non, mais attendez, comment fonctionne la dissuasion quand on ne se sert pas de l'art martial qu'on a appris à maîtriser? On s'en sert en dernier ressort, mais je pense que on montre le diplôme qui atteste son grade. Le diplôme, on montre la couleur de la ceinture. On se met en position. On est en... Non, parce que c'est un état d'esprit et c'est un mental qui fait que ce sont des choses qui se voient. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui a le mental et l'attitude très relâchée et qui vous dit les choses calmement mais fermement, tout d'un coup, ça l'arrête. En fait, vous êtes désarmant, quoi. Exactement. Ouais, voilà. Approche un peu et je t'en mets plein la gueule, tu vois la tête dans le trottoir, ça calme. Hein. Voilà. Ouais, c'est pas évident parce qu'il y a quand même... Après, s'il faut s'en servir, on s'en sert, mais a priori, on apprend à ne pas s'en servir. Belle philosophie, et un point de plus. 40-0, ça frôle le jeu blanc, Monsieur Chevalier. Est-ce parce que votre père était colonel que vous allez en septembre prochain jouer une pièce adaptée de votre roman sur la guerre de 14? Non, j'ai... c'est pas parce que mon père était colonel, était dans l'armée, pas du tout. C'est simplement parce que j'ai écrit un livre il y a quelques années sur mon grand-père qui est mort en 1915. Il avait reçu en sortant de la tranchée. Il était lieutenant, jeune lieutenant, et en embarquant la troupe, en sortant de la tranchée, il s'est pris une rafale de mitrailleuse allemande, 5 balles dans la poitrine, donc il est tombé aussitôt. On l'a jugé et condamné. Il a quand même tenu 8 jours. Il a attendu la mort dans une petite église transformée en poste de secours. Et j'ai raconté dans ce livre qu'est-ce qui avait pu se passer pendant ces 8 jours-là. Voilà. Donc c'est une histoire pour ma grand-mère. Elle est accouchée de mon oncle, qui est né donc 15 jours après la mort de son mari.
Et j'ai raconté, moi j'ai vécu avec cette image-là, cette image du grand-père tutélaire, vraiment. Alors justement, mort à la guerre de grand-père, 14. lieutenant, père, colonel, est-ce que vous n'auriez pas dû faire vous aussi une carrière militaire? Mais mon grand-père était lieutenant parce qu'il avait fait des études, c'est tout. Il n'avait pas du tout. Il était Oui, pas. vous n'avez pas demandé à faire la guerre non plus. Pas du tout. Non. Il s'est retrouvé. Enfin, un père colonel aime bien avoir un fils militaire. C'était arrivé à Jean-Claude Brialy, vous vous souvenez? Oui, colonel de gendarmerie. Non, je pense que mon père, qui était aussi de multiples talents, adorait la photographie, le cinéma. Il le pratiquait lui-même. Il avait une caméra Beaulieu 8 mm. Il faisait des films tous les ans. On était d'ailleurs ses acteurs tous les ans. Moi, pendant tout le mois d'août, on mis en scène. Donc, moi, j'ai poursuivi finalement cette aventure. Et donc, il aurait aimé finalement, je pense, être comédien. Donc, l'idée de me voir comédien l'a effrayé, mais il en était ravi par la suite. Ah ouais. C'était une bonne question, Philippe Chevalier, à qui je donne 15 points. Vous êtes bien aimable, monsieur Perrault. 15. Ça Par fait pitié, quoi. plaisir. Allez. Ça fait chaud au cœur en ce début d'année. Allez. Pourquoi, durant votre jeunesse, votre père, justement, répétait-il que vous étiez un bon à rien? Oui, c'est vrai. C'est vrai que les relations avec mon père ont toujours été toujours difficiles et délicates. C'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup. C'est quelqu'un qui était en même temps qui avait vraiment le cœur sur la main, mais il était difficile d'accès. Et puis souvent il nous traitait, en nous disant, moi j'ai souvent entendu ça, que j'étais un bon à rien, que je ne ferais jamais rien. Est-ce que c'était une volonté de sa part pour nous aiguiller, en même temps nous donner justement l'envie de lui prouver qu'on était bon à quelque chose? C'était peut-être ça, et finalement... Et c'était pas une époque où on malmenait un peu plus les enfants qu'aujourd'hui? Oui, moi, mon père me disait pas que j'étais bon à rien, il disait tu finiras sur l'échafaud. Et je dis aujourd'hui, chaque fois que je le peux, merci Robert Badinter. Mais n'empêche que vous avez créé les grosses têtes, hein, c'est pas anodin. Non. Alors attention, la réponse était bonne, mais c'était quand même dû à une très bonne question. Et Philippe Chevalier continue sa remontée spectaculaire, 30-40. Ah, je remonte bien, oui. Ah oui, tu remontes bien. Feriez-vous de la politique si votre femme Isabelle ne vous l'avait pas interdit? La politique, j'ai toujours été intéressé, et je m'intéresse à la politique, à ce qui se passe. La politique, en même temps, quand on la regarde, c'est vrai qu'on en est parfois... on est assez bassiné. En même temps, on a l'impression qu'on passe, et que ce soit de droite à gauche, qu'on retrouve les mêmes musiques, les mêmes erreurs et les mêmes... le spectacle n'est pas toujours de qualité. Oui, c'est pas toujours de qualité. Moi, je pense qu'il y a des choses... Moi, j'ai toujours rêvé de participer. Je pense qu'il y a des grands enthousiasmes. On attend. Je pense que les Français... Les Françaises sont des gens qui sont prêts à s'emballer, en tout cas s'il y avait de véritables projets, de véritables défis. Et à condition qu'on leur donne une bonne boîte à outils. Non mais c'est vrai, on a besoin, je pense, d'enthousiasme, ce qui est... Mais pourquoi vous n'allez pas chez les Verts, là parce qu'il y a José là-bas. Oui, mais les Verts, non, parce que les Verts, ils sont très nombreux. Il y a les Verts qui ont telle connotation, il y a les Verts... Les Verts foncés, il y a les Verts solitaires, mais ils ne sont pas nombreux. Ah, puis ils ne voient pas d'un bon oeil ceux qui coupent du bois. Hein. Non, mais je suis pas... je pense qu'il y a des... Moi, je suis prêt à défendre des bonnes idées, mais pas forcément qu'elles soient de droite ou de gauche. Je pense qu'il faut sortir un peu de ce clivage et voilà, défendre des bonnes idées. Philippe, c'était le point décisif qui permet de donner le jeu, le set et le match à Christophe Malavoie, mesdames et messieurs. Merci. Alors, la performance de l'invité d'honneur. Ah, là, c'est une surprise. Hein. Alors, faut avouer qu'un soir, vous aviez bu un peu plus que de raison. Oui, ça m'arrive... J'aime bien boire du bon vin, hein. Du bon, comme on dit. Donc là, c'était une petite histoire, ça se passait sur le tournage de Claude Chabrol, vous me direz, c'est encore lui. Et on était dans le centre de la France, et avec un Jean-Baptiste Dutrex, qui était le chef machinot, qui avait une maison pas loin du tournage où on était. Il m'a dit, on avait une petite coupure de 2 jours, il m'a dit, si tu veux, on se fait... un petit week-end dans ma maison, tu vas voir, je te ferai goûter des petits trucs. Il savait que j'appréciais le vin, et donc avec ma femme qui était là, qui était venue me rejoindre, on va passer ce week-end avec lui, on va dans sa charmante petite maison,
Je réserve un petit hôtel dans le petit village, un petit hôtel 2 étoiles, une petite chambre très, très simple mais charmante. Et donc, je fais avec mon chef machinot la tournée du boulanger, du boucher, du charcutier. On va faire des courses et à chaque fois, on s'arrête, on passe derrière, il nous sert un petit coup à droite, à gauche. On met 3 heures à faire le marché, on revient quand même à la maison, on est déjà bien imbibé. On fait un déjeuner bien arrosé et qui se termine assez tard, jusqu'au moment de l'apéritif du soir, on enchaîne. Et donc après cet apéritif du soir, ma femme commence un peu à faire la gueule en me disant « Oh là là, ça va se terminer comment ?» Et donc je lui dis « Écoute, et après le dîner, donc très vite, elle me dit « Moi je rentre me coucher, j'en ai marre, je vais me coucher » et elle me laisse là. Et moi je continue la soirée et j'essaye après, je ne sais plus quelle heure il était, j'essaye de rentrer. Et dans ce petit village que je ne connaissais pas, je me paume, je ne savais pas où j'allais, donc... j'ai finalement réussi à retrouver cet hôtel. Je suis monté dans cette petite chambre et j'ai vu sur la table de nuit un grand verre d'eau. Et je suis allé dessus direct comme j'avais très très soif. Et donc j'ai vidé ce grand verre d'eau d'une traite et je me suis couché en essayant de ne pas faire trop de bruit et sans la réveiller. Et le matin, elle me réveille en me disant « Mais qui a bu mon verre d'eau? C'est toi ?» Je lui dis « Oui, j'avais très soif hier soir, je l'ai vidé d'une traite. J'avais mes lentilles dedans. » Parce qu'elle était myope et qu'elle n'avait pas apporté son nécessaire à lentilles et il les avait mis dans un verre d'eau et je lui avais sifflé. Donc j'étais... Mais vous lui avez rendu quand même Non, je ne les ai pas rendus, je lui en ai racheté. Monsieur Romain, Denise, qui a dit? Pour vivre centenaire, il faudra abandonner toutes les choses qui donnent envie de vivre centenaire. Ah, c'est joli, ça. C'est magnifique. C'est pas du Alphonse Allais? Non, c'est pas français. Ah. Oscar Wilde? Ça a vécu centenaire? Pardon? Ça a vécu centenaire? Ah non, il n'est pas mort. J'ai pas dit qu'il était mort, j'ai dit qu'il était pas mort. Woody Allen. Woody Allen, absolument. Bravo. Bravo. Voilà, Vincent Perrault a fini son arbitrage. Oui. Mais il doit encore raconter une belle histoire envoyée par Madame Marmot, qui n'a pas d'enfant, curieusement, de Nantes. Alors, c'est un type qui est un photographe professionnel et comme il est reporter, son métier l'oblige à voyager beaucoup, donc il est très absent. Et puis comme évidemment sa femme est plutôt très très jolie, avec le temps, il finit par avoir quelques soupçons quant à la fidélité de sa belle. Que je fasse un truc, il planque un appareil photo en face du lit et il le branche à un petit appareil, un petit détecteur de mouvement qu'il place au-dessus du lit. C'est-à-dire que dès qu'il y a un peu trop d'action dans le lit, alors qu'il ne devrait pas y en avoir, clic-clac, ça prend la photo. Et à son retour, quelques jours plus tard, la première chose qu'il fait, évidemment, comme il travaille encore en argentique, il faut développer la pellicule, hein, c'est pas du numérique, il va au laboratoire, son laboratoire, il va développer la péloche, et là, tout d'un coup, dans le bac révélateur, la vérité se révèle aussi, mesdames et messieurs, c'est-à-dire qu'il devient rouge de colère parce qu'il voit quoi sur les photos? Sa femme dans toutes les positions possibles, imaginables, avec son meilleur ami, le tout au lit et tout nu. Il est fou de rage. Et là, il va immédiatement voir son copain. Il lui demande de lui expliquer. Et la photo à la main, il lui dit « C'est qui, là, hein, sur la photo ?» Le mec lui dit « Ben, c'est ta femme. » Et là, le mec tout nu à côté, c'est qui? Et il dit « Ben, c'est moi, je peux pas dire le contraire, on me reconnaît très bien, je sais bien que c'est moi. » Et là, il le colle contre le mur violemment, il le soulève de 50 cm, et là, à travers ses dents, il dit « Espèce de faux frère, de faux amis, d'enfoiré, qu'est-ce que je pourrais bien te faire maintenant ?» Ah ben moi, ce que tu pourrais bien me faire, c'est 2 tirages, 2 en couleur, 2 en noir et blanc. Voilà, alors il me reste à vous préciser que Big Apples jouera au Théâtre de l'Ouest parisien du 9 au 16 janvier, que Christophe Malavoie a bien mérité son CAP, ce certificat d'aptitude à la plaisanterie. Merci Philippe. Décerné par les grosses têtes. Merci, très bravo, fier. à demain. Merci.